Bonjour tout le monde, bonjour, on était en train de discuter. Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant, on avait reçu Adrien Desnouettes pour parler de la polémique sur Mustapha El Atrassi. Je ne sais pas si tu as suivi. Je viens de voir ça juste en chemin, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un truc avec l'hygiène, les étrangers. En gros, je sais pas quoi. Mais j'ai pas. En gros, Mustapha El Atrassi, qui est un humoriste, a fait une blague sur les Guers. Ouais. Les Français. Ouais. Et F de Souche, Marion Maréchal Le Pen a repartagé ça. Ils sont pas contents. Oui, ils sont pas contents. Tout le temps qu'on perd à s'insulter entre Marocains et Algériens, c'est du temps perdu à insulter les Guers. Libérez du temps pour les Guers, libérez du temps pour les Guers, libérez du temps pour les Guers. Classique, quoi. C'est vraiment une franchement, classique. je sais pas. En plus, il y en a tous les jours. Enfin, ouais, si c'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Oui, c'est une polémique classique. Ouais. D'ailleurs, peut-être qu'on aura le temps aussi de parler de l'évolution du champ militant antiraciste en France. Mais je suis très, très heureux de te recevoir, Maboula Soumaoro. Merci, Wissam. Alors, pour te présenter très vite, tu es angliciste. Tu es aussi maître de conférences en civilisation américaine. Tu travailles sur les questions noires, les questions diasporiques, les organisations et le nationalisme noir. Tu t'intéresses aussi aux questions autour de l'intersectionnalité et de l'afroféminisme. Tu as écrit de nombreux articles, tu as participé à énormément de conférences et tu as écrit notamment le livre Le Triangle et l'Hexagone, réflexion sur une identité noire, où en fait tu mènes une réflexion sur le racisme, le sexisme, le mépris de classe, la manière dont les trois se mêlent, sur la place aussi de la question raciale en France par rapport aux États-Unis. Tout ça en revenant sur ton parcours à toi. Ouais. Est-ce que j'ai oublié des choses dans ta... J'ai traduit l'ouvrage de Sadie Hartman qui s'appelle en anglais Lose Your Mother, A Journey Along the Atlantic Slave Route, et qui en français est devenu À perte de mer sur les routes atlantiques de l'esclavage. D'accord, alors c'est ma faute, j'ai mal fait mon travail. Excuse-moi. Non, c'est... En fait, je voulais venir tout de suite sur ton livre. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est que tu en parles longuement et tu dis que ça peut paraître un peu étonnant. Tu dis que c'est une fois aux États-Unis que tu t'es senti légitime, entre guillemets, ou peut-être, mais de te définir en tant que noire et militante noire, ou de vraiment creuser ce sujet-là, alors que avec ton parcours en France, c'était quasiment impossible. Et ça peut paraître étonnant pour beaucoup de gens, parce que, tu sais, il y a tout le récit en mode la France, par rapport aux États-Unis, était pour les Noirs une terre d'accueil par rapport à la ségrégation aux États-Unis. Et que là, il y aurait presque un bouleversement. Comment t'expliques ça et c'est quoi? C'est aux États-Unis, est-ce que tu t'es senti plus libre? Plus libre. En fait, la question militante, peut-être qu'on reviendra dessus, mais moi, je me suis jamais définie comme une militante. Je n'ai pas cette culture du militantisme. Je peux soutenir des causes, je peux signer des pétitions. J'ai fait très peu de manifs et j'ai participé ou j'ai été membre de très peu, enfin pas d'aucune association, si ce n'est des associations culturelles. Mais je sais qu'on m'associe beaucoup à ça. Tu as beaucoup été présente aussi t'as pas hésité à soutenir lors de polémiques, à intervenir. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des... tu connais, il y a des vrais militants et des vraies militantes qui mettent beaucoup plus de temps, d'énergie et qui développent des stratégies qui sont pas les miennes. Moi, vraiment, au départ, je suis chercheuse. Mais bien sûr que je suis intéressée, que je me sens concernée et je n'hésite pas à m'engager. Mais des fois, je trouve que on me donne un titre qui n'est pas vraiment le mien. C'est juste pour préciser. Oui, je vois et donc, pour revenir à ta première question, le départ aux États-Unis, dans la constitution ou la conscience de cette identité noire, elle est aussi intellectuelle. Moi, j'ai grandi donc en France hexagonale. Je suis fille d'immigrés. Mes parents sont de la Côte d'Ivoire. J'ai grandi ici et j'avais une identité qui était, enfin plusieurs identités qui étaient très claires. Ivoirienne, c'était très clair. Africaine, c'est très clair. Noire, oui, d'apparence, c'était clair. Une identité musulmane aussi, tu vois. Mais l'identité noire, peut-être que c'était celle qui était la moins... des Noirs, il y en avait d'autres. Donc pour nous, je veux dire, on est Ivoiriens, on est Djoula, c'est notre groupe ethnique. On n'est pas Sénégalais, on n'est pas Malien. Mais on n'est pas, d'Afrique du Nord, on n'est pas des Antilles. On peut être en conversation, en solidarité avec tout le monde. Mais il y a quand même un truc de nous, on vient de la Côte d'Ivoire et de là. Et ce qui s'est passé quand je suis partie aux États-Unis, c'est vraiment la découverte du concept de la notion de diaspora noire africaine, où là, tu peux t'affirmer. Enfin, moi, j'ai pu m'affirmer
davantage comme noir et davantage ancré dans une sorte de communauté transnationale. Et qu'on n'en a rien à faire, que tu sois antillaise, que tu sois algérienne, que tu sois malienne. En fait, t'es noir et c'est ça qui compte. Il y a une expérience commune, tu vois. Et en plus, ça m'a aussi permis peut-être d'assumer davantage mon ancrage en France hexagonale. Avant, c'était l'identité des parents. Et qui est aussi un peu la mienne. Mais moi, je n'ai pas vécu en Côte d'Ivoire. Et j'y suis allée que tardivement. Et donc, ce qui s'est passé également aux États-Unis, c'est le fait de pouvoir étudier cette histoire. Oui, et ça s'est fait là-bas. Tu vois, j'ai jamais eu de prof noir. J'ai peut-être eu un prof arabe à un moment, mais vraiment qui venait de l'étranger, pas un arabe d'ici. J'ai eu un prof africain qui venait aussi de la Guinée et qui n'était pas titulaire à la fac où j'étudiais. C'est les seuls. Et quand je vais aux États-Unis, c'est là que je vois qu'il y a des départements d'études africaines-américaines ou d'études de la diaspora. Et donc là, je commence aussi à rencontrer donc des profs noirs, des experts et des expertes, et notamment des Français. D'accord, ah oui, il y en a qui étaient déjà allés aux États-Unis pour... Ah oui, il y avait... En tout cas, moi, j'ai eu la chance de tomber, et je dis vraiment tomber sur Édouard Glissant, et sur Maryse Condé, mais par hasard. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il enseignait dans la fac où j'étais pour un an d'échange, et on m'a dit tu devrais prendre le cours de Glissant. Mais moi, comme tu l'as dit en introduction, j'étais angliciste. Donc j'étais là pour un an à l'origine, et j'avais besoin d'équivalence. Donc on va dire, au niveau de la discipline, je n'avais aucunement besoin de cours que j'aurais pris dans le département de français. C'était pas mon... Mais on m'a dit, tu devrais quand même prendre... C'est Glissant. Mais moi, j'avais jamais entendu parler de Glissant. Ah oui, tu connaissais pas à l'époque. Mais pas du tout. Enfin, tu vois, ça part de... ça doit être une rencontre... Ouais, mais ça m'a ouvert le champ, tu vois, mais je le connaissais pas. Et je connaissais pas l'ère française. Tu vois, c'est pas ce que j'avais étudié. De devoir aller aux États-Unis. Exactement. Pour découvrir... Et ce qui est encore plus dingue, c'est que pourquoi Glissant, il est aux États-Unis et il n'est pas en poste en France. Alors que dans le département où j'étais, il était vraiment révéré. C'était une superstar. Et moi... Enfin, on se taquinait un peu, lui et moi, et je lui ai dit un jour, mais moi, je vous connais pas. Enfin, apparemment, vous êtes quelqu'un, mais le fait est que moi... Et donc, c'est avec lui, par exemple, que j'ai lu Césaire la première fois. Ou c'est cette année-là que j'ai lu Fanon la première fois. Je peux même pas te dire si Fanon, je l'ai lu en français ou en anglais. Tu vois, peut-être que j'ai lu... Donc, il y a plein de choses qui m'ont renvoyé à la France. En fait, tu vois, au-delà de la Côte d'Ivoire et au-delà des États-Unis, il y a la France qui s'est imposée. Et ça a été déterminant aux États-Unis. Oui, c'est dingue comment des auteurs français qui parlent d'antiracisme, qui parlent de questions décoloniales, ont dû faire cet écart. Exactement. On les revoit à partir des États-Unis. Et il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'anglicistes. Maintenant, j'ai l'impression, avec le recul, je me dis qu'on s'est servi des Africains-Américains pour arriver à l'histoire française, tellement l'histoire française, elle était hors de portée. Et donc, je pense à des gens dont on peut discuter le travail, mais Pape Ndiaye, c'est un américaniste à la base. Audrey Célestine, c'est une américaniste. Sarah Filaba Cabadio, c'est une américaniste. Tu vois, c'est des anglicistes qui, finalement... sont revenus après sur la question française. Mais moi, ma formation, elle n'est pas du tout sur le territoire français. Mais c'est dingue vraiment de la découverte comme ça, alors que tu t'intéressais pas. Mais pas du tout. Franchement, j'insiste, Glissant, c'est une copine et elle était française et d'origine antillaise. Elle m'a dit, tu devrais quand même prendre le cours. Et je dis, pourquoi pas. C'est vrai, Fanon plus respecté aux US qu'en France. Mais après, je pense que ça change un petit peu maintenant, mais c'est vrai que... Mais en fait, c'est aussi beaucoup les gens qui croient que, par exemple, toutes les questions raciales, c'est une importation US, sans voir comment les Français eux-mêmes, et à commencer par Aimé Césaire ou Frantz Fanon, avaient réfléchi mais bien sûr, là c'est juste le déni de la situation française, le déni toujours avec cette base géographique, la rupture entre l'Hexagone et ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer. Donc il y a une histoire qui s'est passée en dehors de l'Hexagone, qui nous renvoie à l'histoire coloniale, qui inclut l'histoire de l'esclavage, et celle-là on n'en parle pas. Mais justement, l'histoire de l'esclavage, est-ce que c'est aussi beaucoup aux États-Unis que tu t'en as plus appris, ou déjà en France Ouais. Je me rappelle très bien d'un cours sur les cultures de la Caraïbe, et c'est là d'ailleurs que j'ai lu Maryse Condé pour la première fois, avant même de la rencontrer, parce qu'on devait faire un exposé, et moi, je sais pas pourquoi, il y a un moment, il a été mention de la rue Cazeneuve. Je me suis dit, mais j'ai déjà vu ce film, je l'avais vu, je savais pas que c'était une autobiographie de Joseph Zobel, donc j'ai lu Joseph Zobel, et après pour mon exposé, je me suis dit, je vais faire un truc sur les anti-françaises. Et les anti-françaises donc, que j'avais côtoyées en France,
mais que je n'avais jamais abordé intellectuellement. Tu vois, donc Ouais. je lis Zobel, je lis donc La rue Cazeneuve de Zobel, je lis Marie Scondé qui a un traité sur la culture des personnes réduites en esclavage, et c'est ça, et c'est là que je commence à faire le pont avec toutes les choses que j'ai vécues. Je me dis, mais des Antillais, j'en connais. Enfin, Oui, bien sûr, j'en ouais. connais plein, j'en Ouais. côtoie, mais je n'avais jamais eu accès à cette histoire intellectuelle et politique. Et artistique. Enfin, l'art, je le consommais aussi, tu Ouais, vois, ouais. mais... Est-ce que tu peux aussi revenir, parce que j'aime bien commencer par le parcours un peu des personnes, sur ton parcours scolaire, et notamment il y a eu ton voyage aux US, qu'est-ce que tu as fait comme études, et pourquoi tu as fait ces études, et qu'est-ce qu'il y a aussi qui t'a poussé au final, parce que tu dis que c'était des études d'anglais, Ouais. et au final tu as quand même fait une thèse Ouais. qui s'appelle La couleur de Dieu, regard croisé sur Nation of Islam et le Rastafarisme de 1930 à 1950. Ouais. Comment t'en es arrivé au final à faire cette thèse sur ce sujet? En plus, c'est un sujet complexe, quoi. L'organisation est complexe. Ouais. Alors, au départ, moi, je voulais être prof d'anglais parce que j'aimais la langue anglaise et Ouais. j'étais bonne en anglais et j'adorais ça. Et je voulais Ouais. être, je sais pas, parler anglais comme une américaine parce que j'ai grandi dans les années 80, que les C'est- États-Unis, c'était cool. C'est Et que- classe de parler anglais. Voilà, mais pas l'anglais britannique, tu vois, Oui, que tu l'anglais, veux vraiment. américain. Voilà, américain. Et donc, quand j'ai commencé, c'était sûr que j'allais faire des études d'anglais. Et puis, dès la première année, j'ai été assez déçue du côté théorique. Enfin, je croyais qu'il allait y avoir quelque chose de plus pratique. Donc, dès la deuxième année, je suis partie, en fait, aux États-Unis. J'avais de la famille. Et je suis partie 6 mois comme ça, parce que je voulais découvrir New York et que... Ouais, voilà. Alors, c'est le rêve de toute une génération. Voilà, c'est ça, tu vois, il y a rien On a de spécial. grandi dans les trucs de New York. c'est le Exactement, rêve. donc j'avais de la famille à New York, donc j'y suis allée, j'étais très sage, j'ai pris mes cours à distance, je suis rentrée au mois de mai pour passer mes examens, et voilà. Et donc après, j'ai su que je voulais faire un programme d'échange et qui était accessible seulement à partir du master. Et en fait, avec les années, je me suis dit, vu le programme, j'ai pas envie d'être prof d'anglais parce que au collège ou au lycée, parce qu'on enseigne la langue. Moi, ce qui m'a intéressé immédiatement, c'est l'histoire et les cultures et aussi la traduction. Donc, je me suis dit, si je veux enseigner ça ou si j'ai commencé à voir qu'il y avait des colloques ou que tu pouvais publier des choses, il faut que je devienne docteur. Et donc, c'est comme ça que j'ai continué, alors qu'au départ, j'étais vraiment partie pour être prof d'anglais au collège ou au lycée. Et ensuite, à partir à l'époque, on appelait ça la maîtrise, aujourd'hui, c'est le Master 1. Tout de suite, je me suis intéressée à l'histoire coloniale en Grande-Bretagne et à l'histoire de l'immigration aux États-Unis et l'histoire et la culture africaine-américaine. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à la question du nationalisme noir. Donc tous les mouvements séparatistes, racialistes, qui ont prôné une indépendance noire, qui ont rêvé du fondement d'un État-nation noir. Et je me suis demandé un peu, moi en tant que, tu vois, d'origine africaine, comment les Africains-Américains, ils avaient perçu l'Afrique. Parce qu'en vérité, on prend ça pour acquis, le rapport à l'Afrique, alors que quand on s'intéresse aussi, j'ai découvert la question de la diaspora. Dans les Amériques, ce qu'on découvre dans le cadre de la traite transatlantique, c'est que les États-Unis, c'est l'un des pays qui a reçu le plus petit nombre de personnes réduites en esclavage. Ah oui? Ouais. D'accord. Entre 5 et 7% de la traite globale. C'est qui le plus? C'est le Brésil. Ah bah, oui, c'est vrai qu'on oublie un peu l'Amérique du Sud. Exactement. Le Brésil, à lui tout seul, c'est 48% de la traite globale. Ah oui, d'accord. Ah oui. Tu vois? Ouais. Et les États-Unis, ils ont reçu entre 5 et 7%. Ce qui veut dire que les Africains-Américains, ils sont considérés comme l'une des populations noires des Amériques qu'on appelle les plus créoles. C'est-à-dire principalement nés dans les Amériques. Les planteurs des États-Unis ont décidé de favoriser l'accroissement naturel de leur population servile sur place, en forçant les gens à avoir des rapports sexuels pour comment dire, se reproduire. Mais c'est pas l'importation. Comme Saint-Domingue, par exemple, la Saint-Domingue française qui est devenue Haïti, ou comme le Brésil, tu vois. Donc, en vérité, le lien avec l'Afrique, il a été distendu, même s'il y a des choses qui sont restées culturellement, religieusement. On a des traces d'islam aux États-Unis, au 19e siècle, il y a des choses qui ont été décelées. Voilà, donc ça m'intéressait de savoir qu'est-ce que représentait l'Afrique pour eux. C'était quoi ce lieu d'origine? Et donc, je me suis intéressée à la question du Libéria. Et ça, c'était dès le Master 1, la fondation du Libéria, qui a été fondée par une organisation philanthropique qui a organisé le retour volontaire de Noirs libres, pas des personnes réduites en esclavage, des Noirs libres au Libéria sur une terre qu'ils ont achetée, ils l'ont vraiment achetée. Et c'était mieux de se débarrasser de cette population
qui mettait à mal, en fait, l'ordre socio-racial des Ouais. États-Unis. Perturber les frontières. Voilà, parce que tous les Noirs n'étaient pas esclaves, mais par contre, tous les esclaves étaient noirs. Ouais. Et dans toutes les Amériques, il y a toujours eu des populations de Noirs libres. Et ces populations Noirs libres, elles ne pouvaient pas être égales, égales aux Blancs. Donc, il y en a qui se sont dit, on n'aura jamais l'égalité, autant partir à la maison, voilà, même si c'est une maison... Et donc, ils ont suivi, ça s'appelle American Colonization Society, et ils ont fondé le Libéria comme ça, qui est une histoire très problématique, parce qu'il y avait des populations noires locales. Oui, ils sont revenus avec aussi peut-être des traits américains. C'est de la colonisation. Ils sont revenus supérieurs. C'est ça qui est compliqué là-dedans, dans cette histoire, c'est qu'il y a une forme de... ils sont revenus convertis, au christianisme. Ils se sont dit, nous allons aussi civiliser les Africains sauvages. Et donc, c'est très compliqué. C'est de la colonisation. Enfin, vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est le phénomène de colonisation. Et qui que ce soit. Et ceux qui colonisent, alors que ils ont vécu, je sais pas moi, un drame, un arrachement. Il y a l'exemple Palestine, Israël, aujourd'hui, c'est ça. Mais dans l'histoire des diasporas et dans l'histoire des populations nord des Amériques, c'est exactement ça. On se dit qu'au final, est-ce que ça vaut la peine d'acquérir une terre d'acquérir une terre et de fonder un État-nation parce que ça marche jamais. Ça pose de gros problèmes, même si le Libéria est indépendant depuis 1847 ou 1848. Mais c'est aussi la question de comment, nous-mêmes, en étant noirs et arabes en Occident et tout, on peut aussi reproduire des dominations à l'égard des populations du Sud. Et juste avoir le mépris à l'égard de ce qu'on appelle les blédards. Exactement, parce que le problème, c'est que nous, tu t'as dit les Noirs, les Arabes, on est occidentaux. Ouais. On fait aussi... On n'est peut-être pas seulement occidentaux, mais également occidentaux. Ouais. Et ça, c'est un fait. Ouais. Je suis d'accord. Et moi, est-ce qu'il y avait aussi une sorte de fascination sur ces organisations qui se revendiquaient comme noires et qui presque parfois aussi revendiquaient le séparatisme, alors qu'en France, c'était, on ne parle pas de ces sujets. Même parfois entre nous, c'est... Ouais. Moi, c'est vrai que j'aimais leur radicalisme et leur séparatisme et tout ce qu'ils mettaient dans cette identité noire. C'est pareil pour les Rastas en Jamaïque, tu vois, qui étaient vraiment les premiers Rastas. Ils ont été harcelés par la police, on les a internés dans des hôpitaux psychiatriques de force. Les premiers qui ont commencé à avoir des locks, on leur coupait les locks. Enfin, il y avait quelque chose où tu te dis, si c'est si fou, si le discours qu'ils développent est si fou, pourquoi il y a tant de répression? Tu vois. Et aussi, pour moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi la puissance du rêve, la puissance du désir. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui ont quitté les États-Unis, qui sont allés au Libéria, dans le cas du Libéria. Des Rastas, il y a des gens qui ont quitté la Jamaïque et qui sont partis en Éthiopie, notamment, pour plein de raisons qui sont aussi compliquées, mais ça les a fait bouger. Donc, il y a quand même... Ça, je trouvais ça puissant. Qu'est-ce qui séduit là-dedans? Qu'est-ce qui séduit, c'est... On en parlait hors antenne tout à l'heure, mais l'attrait de la liberté, la dignité. On parle d'une histoire catastrophique. Et les populations noires qui se sont retrouvées dans les Amériques, elles sont arrivées dans les conditions qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Mais il y a donc la traversée de l'Atlantique, le passage du milieu, des conditions de voyage incroyables, et surtout la déshumanisation, la plus totale. Donc, ces mouvements-là, les nationalistes, quel que soit leur degré de radicalisme ou d'extrémisme, en tout cas, ils cherchent à réhumaniser. Ils cherchent à reconférer une dignité. Et ça, je peux l'entendre. Ça, je trouve que l'exemple le plus parlant, c'est peut-être aussi Nation of Islam. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup une sorte de redonner la dignité aussi sur l'esthétique, la tenue, la manière de défiler, l'ordre, et de donner une sorte de cadre. Alors, on peut critiquer ce cadre, mais il y a quand même l'idée de cadre. Et comment nous, on doit analyser ce genre de mouvement? Parce que Nation of Islam, pour beaucoup, et c'est vrai, il y a du conservatisme. C'est réactionnaire, et en même temps ils arrivent à séduire les classes populaires noires et à répondre à une sorte de manque de dignité ou de fierté. La Nation of Islam, elle répond à un besoin, en fait, parce que il s'agissait, donc ils ont utilisé l'islam. Après, la nation, elle date des années 1930, donc elle a beaucoup évolué. Même souvent, on associe la nation d'islam avec Malcolm X, mais Malcolm X, il arrive dans les années 50. Elle a déjà 20 ans d'existence.
Et en plus, il y reste pas si longtemps au final. Mais la nation, en fait, elle utilise l'islam au départ. C'est pas l'islam qui l'intéresse, c'est ce que peut symboliser l'islam. Et voir comment, ce qu'il en fait de l'islam aussi. Hein. Oui. C'est vraiment pas l'islam traditionnel qu'on Exactement. voit, quoi. Non, c'est juste qu'est-ce qu'on peut trouver de complètement contraire et complètement opposé au mainstream des États-Unis. Donc, si maintenant il y a cette suprématie blanche, nous, de toute façon, on est noirs. Si eux, ils sont chrétiens, nous, on va trouver une religion qui n'a rien à voir avec eux. Donc, on va prendre l'islam. C'est de ça que... Donc, il y a une sorte d'identité qui se forge à travers la différence, mais la différence qui, cette fois, va pas servir... de moyen d'exclusion. C'est la différence qui va constituer l'identité. On choisit. Et on veut, d'ailleurs, on ne veut pas être avec vous. Après, avec les années, il y a eu une approche plus orthodoxe de l'islam. Oui. Mais il faut savoir que à la mort d'Elijah Mohammed, qui est l'un des principaux fondateurs de la Nation of Islam, il y a un de ses fils qui reprend les commandes de l'organisation et qui se dit, bon, maintenant, ça suffit. On va pratiquer le véritable islam. Oui, on va rejoindre l'Oumma. Et voilà. Et en fait, ça ne marche pas. Ils changent le nom et tout ça. Non, les gens, ils ont besoin de quelque chose qui se rapporte à leur expérience aux États-Unis. Donc, c'est là qu'on voit l'émergence, Farrakhan qui reprend les rênes et qui dit non, on va continuer à prôner notre mythe fondateur. Ils ont un mythe fondateur, le mythe de Yacoub. Enfin, il y a plein de trucs qui sont complètement délirés. Dieu est noir, il me semble qu'il y a ça. Ah non, mais Dieu est noir. Dieu a besoin d'être noir. Parce que si Dieu est noir, l'être humain noir devient divin et regagne son humanité. En fait, il faut que Dieu soit noir, il faut qu'il soit vivant, il faut donc accessible, et il faut qu'il soit homme, ça on peut en discuter aussi, mais ils avaient besoin de ça. Enfin, pour la nation d'Islam, Elijah Mohammed, c'était le messager d'Allah. Mais ils ont besoin il n'y a pas le monde, ce qui va se passer après la mort, non. Nous, on a besoin de régler les problèmes sur place, et que justement, les descendants des personnes réduites en esclavage ne peuvent pas partager la même religion de leurs anciens maîtres. C'est pas possible. Et que donc la libération, elle doit aussi passer par la religion. Par la religion. Il y a quelqu'un qui dit que ça fait penser à Kémy Séba d'une certaine manière. Peut-être, je pense qu'il veut dire dans le truc un peu conservateur réactionnaire, mais qui arrive quand même à avoir une sorte d'élan populaire. Je ne sais pas si tu as beaucoup travaillé sur Kémy Séba. Non, pas particulièrement sur Kémy Séba. Mais enfin, je veux dire, la nation d'Islam, c'est pas la seule, même aux États-Unis. Avant, il y avait The Moorish Science Temple of America. Il y a eu plein de groupes religieux qui ont mêlé religion et politique. Donc la Nation of Islam, c'est elle qui a survécu le plus longtemps et c'est la plus puissante aujourd'hui encore. Mais cette idée qu'il n'y a rien à tirer d'une association, d'une proximité avec les populations blanches dominatrices, il y a plein de... Donc Kémy Séba aussi. Et il y a aussi, je ne sais pas si tu as travaillé aussi sur Marcus Garvey, parce que ça aussi c'est une figure un peu honnie par... je dirais les progressistes, parce qu'il y a quand même un côté réactionnaire, conservateur chez lui. Et en même temps, il a eu énormément de succès. Exactement, parce que moi, le côté réactionnaire, conservateur, et tout ça, il y en a plein dans tous les mouvements. Donc, je ne sais pas pourquoi on s'attarde sur cela. Moi, ce qui m'intéresse chez Garvey, chez l'Union, il y avait Marcus Garvey, il y avait Amy Ashwood Garvey, Amy Jacques Garvey, il y a deux femmes aussi. C'est tous de la même famille? C'était ces femmes. Ah d'accord, ok. Il y a la première femme. C'était aussi active? Parce bien sûr. C'est que Marcus Garvey. Non, bien sûr, qu'ils sont cofondatrices. Et Amy Ashwood Garvey, qui a divorcé, elle a toute une carrière panafricaniste. Elle est très connue dans le milieu panafricaniste. Et Amy Jacques Garvey, c'est elle qui est tout simplement responsable de l'édition et de la circulation des activités de Garvey. Sinon, on n'aurait rien. Et elle a continué à garder vive la mémoire. Donc, et elles sont les deux cofondatrices du mouvement. Ils étaient plusieurs au départ en Jamaïque. Donc, moi, ces mouvements, ce qui m'intéresse, c'est comment ils arrivent à toucher les foules, les masses. Oui. C'est ça, tout. On ne se rend pas compte comment Marcus Garvey... Marcus Garvey, c'était un truc de fou, ce qu'il a fait. C'est-à-dire que quand il a fondé cette compagnie maritime qui s'appelle la Black Star Line, et qui devait aider à organiser le rapatriement des Noirs volontaires vers les Amériques. C'était pas son seul but, mais voilà. Développer aussi des liens commerciaux entre l'Afrique et les Amériques. En fait, réparer un peu cette violence capitaliste qui avait marché à la défaveur des populations noires. Il a lancé des actions et les gens ont acheté. Tout s'est cassé la gueule de toute façon. Au final,
ça a été mal géré, enfin, il y a plein d'histoires. Mais en tout cas, les gens ont acheté. Et ça, c'est pas rien. Oui, il y a eu un engouement, il y a eu une adhésion. Il y a eu une adhésion. Il y avait ces grandes conventions annuelles là, de l'UNIA, Universal Negro Improvement Association, qui se déroulaient au Madison Square Garden, je crois 1919, 20 et 21. C'était complet. Enfin, je veux dire, il y avait des antennes de l'UNIA dans le monde entier. Dans les Amériques et tout ça, il y a des historiens qui ont dit jusqu'en Australie, jusqu'en Afrique coloniale, où souvent, de toute façon, l'organe de presse de l'UNIA a été censuré. Donc, c'est pas rien. C'est le plus grand mouvement noir, en tout cas, de l'ère moderne. Mais moi, je me dis, à partir du moment où ça parle aux classes populaires, il faut comprendre. Ce qui ne veut pas dire adhérer, mais comprendre. Exactement, qu'est-ce qui se passe. Donc, moi, c'est ça qui m'a toujours attiré. Qu'est-ce qui. Est-ce que pendant ton parcours aux États-Unis, scolaire, dans ta formation, il y a des figures, alors là tu nous as parlé de Édouard Glissant, mais est-ce qu'il y a des figures, des personnages qui t'ont profondément marqué, des rencontres intellectuelles qui ont pu provoquer un tournant Oui, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées intellectuellement aux États-Unis. Donc j'ai eu la chance d'étudier avec un historien d'origine jamaïcaine, enfin non, jamaïcain qui a fait carrière aux États-Unis, qui s'appelait Colin Palmer. Et lui, vraiment, c'est lui qui m'a mené à la diaspora. Enfin, voilà, c'est lui le premier cours. Il a demandé à tout le monde de se présenter et de donner ses origines. Et il disait à chaque fois, puisque c'est un cours consacré à la diaspora noire africaine, il disait tu fais partie de la diaspora ou tu fais pas partie de la diaspora. Et quand est arrivé mon tour, j'ai dit oui, je suis française d'origine ivoirienne. Et il m'a dit tu fais partie de la diaspora. Et pour moi, ça a été un choc. D'accord. En fait, toi, tu ne considérais pas faire partie de la diaspora ? Non, parce que moi, j'étais à une génération de l'Afrique. D'accord, ok. Une seule génération. Alors que pour moi, la diaspora, c'était vraiment ceux qui avaient perdu le continent, qui avaient perdu leurs origines, et surtout les États-Unis, tu vois. Donc moi, quand il me dit ça, c'est un peu en contradiction avec le mythe familial et le mythe commun à tous les immigrés. On va rentrer à la maison, nous, on vient de là, enfin, c'est tout droit, on sait qui on est, on sait d'où on vient. Mais en vérité, quand il réfléchit, même à une génération, il y a déjà un décalage qui s'est créé. Il y a déjà une perte. Mais moi, je savais, et eux, les pauvres, ils savent pas. Mais en fait, c'est pas vrai. Je veux dire, moi, je parle pas ma langue maternelle, par exemple. Oui, on a perdu des choses. On a perdu des choses déjà, donc c'est juste une chronologie différente. Et en plus, vu comment nos corps ont été fabriqués par l'histoire, de toute façon, les galères sont les mêmes pour tout le monde, que tu saches d'où tu viens pas. Donc, Colin Palmer, il a été super intéressant, important. Eyedu Eweriyebor, qui est un africaniste, un historien d'histoire du Nigeria, notamment, il a été super intéressant. Marie Scondé, elle a été super importante pour moi. Édouard Glissant, comme je l'ai dit. Et plein de personnes. Manning Marable, par exemple... J'ai eu la chance de prendre ses séminaires sur Malcolm X quand il était en train de travailler sur l'autobiographie qui est sortie la biographie, pardon, qui est sortie en 2012. Donc, pratiquement tous les éveils intellectuels se sont passés là-bas. Ah, bah ça, c'est. J'imagine que sur ces questions-là, ça change. D'ailleurs, tu dis dans ton livre que tu as rencontré aussi d'énormes difficultés en France par rapport au racisme et aussi, surtout, que, vu les sujets que tu voulais travailler, Nation of Islam et tout, déjà, parler de race, c'était impossible. Mais chaud. En plus, parler de ces gens-là qu'on doit juste dire réactionnaires, on n'en s'intéresse plus. Est-ce que tu peux revenir sur ça et dire juste c'est des racistes. Voilà, mais c'est pas que ça. Enfin, même s'ils sont racistes. Et surtout, s'ils sont racistes, on veut comprendre ce qui se passe, tu vois. Ah non, là, par contre, ça peut être la seule forme de militantisme que je peux revendiquer. C'est-à-dire que me battre pour ce sujet de thèse, ça a été une vraie bataille. Je me suis dit que... battre pour imposer ce... Oui, sans financement. Et deux, parce qu'on m'a dit que je ne pouvais pas travailler sur ces thématiques-là, en me disant que... scientifiquement, ça n'avait pas de valeur, que de toute façon, c'était des racistes, que moi-même, j'étais raciste et que j'avais été déformé par cette année d'échange passée aux États-Unis. Et on pensait que tu n'allais pas être objective pour parler de ces sujets, j'imagine. Et c'est ça et c'est marrant parce que la réaction, elle était vraiment tellement en conversation avec mon sujet parce que je me disais, mais attends, pourquoi je suis soupçonnée de ça alors que je parle, moi, je ne suis pas états-unienne, je ne suis pas jamaïcaine. En théorie, c'est pas mon histoire. Et comment ça se fait que c'est un peu mon histoire Et c'est un peu mon histoire parce que c'est mon corps. Et ce corps-là, il me fait rentrer dans cette ronde-là. Mais sinon, objectivement, je suis pas... Il n'y a pas de lien. Donc, parlons de ça. Parlons de cette association automatique qu'ils font eux. Et de ces soupçons.
aussi. Ouais. C'est ça le sujet intellectuel. Pourquoi ce corps-là que j'ai, il peut être, comment dire, il peut trouver sa place et en Jamaïque, et aux États-Unis, et sur le continent africain, et en Europe aujourd'hui. C'est de cette histoire dont je veux parler. Donc ça a été... Non, franchement, ça, c'était une vraie bagarre. J'ai dû changer de fac. Ouais. J'ai trouvé quelqu'un qui acceptait de me laisser faire mon sujet, mais surtout, j'étais aux États-Unis ces années-là. Après cette première année d'échange, j'ai continué à aller aux États-Unis où je suis resté près de 10 ans. Donc en vérité, ma thèse, elle est française, mais tous les cours, je les ai suivis Oui, aux États-Unis, bien sûr. où là, j'ai vraiment été soutenu. Je repense à quelqu'un, par exemple, comme Robin Kelley, par exemple, qui est un historien majeur de l'histoire africaine-américaine, ouvrière, populaire. Et lui, je l'ai rencontré aussi très tôt. Et voilà, il y a plein de gens qui m'ont dit t'inquiète pas, enfin, accroche-toi et vas-y. C'était il y a 15 ans, c'est ça? Ah non, moi je te parle de. Ça fait 25 ans. Ah oui, 26 25 ans. Mais et d'ailleurs, alors. Je suis parti en 99-2000. Ah oui, mais. Ouais, oui. Mais... J'ai encore du mal qu'on est en 2025. Non, voilà, moi je te dis, je les ai vus ces années passées, ça fait longtemps. Les gens, des fois, je pense qu'ils trouvent. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a 10 ans, c'était 2000, quoi, tu vois. C'est difficile. Mais justement, je veux dire, est-ce que selon toi, il y a quand même une évolution positive sur la possibilité d'étudier ces sujets-là dans l'université? Non, il y a une évolution. Elle est toute lente, mais il y a une évolution quand même. Moi, je te parle de cette année 99-2000, mais c'était... Enfin, je veux dire... On parlait pas de blanc. Oui, et j'étais à l'étranger. Ouais. Tu pouvais pas le faire ici. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que maintenant, j'entends quand même, où je suis contacté par des étudiants et des étudiantes qui se battent et qui font des choses ici. Moi, je pense que si j'étais parti, et si je n'étais pas parti, j'aurais tout simplement pas pu le faire. Ah non, c'était impossible, je pense, des années vois 2000. Donc c'est ça l'avancée. Au final, je sais que j'ai eu un poste. Tu vois, j'ai eu un poste. Mais par contre, ce qui ne change pas, des fois, il y a les idées, les concepts, les notions qui arrivent quand même à pénétrer la psyché académique, mais pas les corps. Tu vois ce que je veux dire? Pas les corps. Et donc, on n'a rien changé encore, à mes yeux. Tu vois, parce que quand souvent, depuis la France, on fantasme, tu vois, on va souvent dire, on n'a pas d'études africaines-américaines, on n'a pas de département d'études sur la diaspora. Et on oublie que ces départements qui sont nés aux États-Unis, ils font partie de la lutte pour le mouvement, enfin, de la lutte menée au cours du mouvement pour les droits civiques. C'est-à-dire qu'il y a eu des manifs, il y a eu des pétitions, il y a eu des occupations, mais il y a eu aussi le mouvement étudiant. Et c'est ce mouvement étudiant qui a imposé, qui a forcé les universités à créer ces... c'est un enjeu de lutte, quoi. C'était un enjeu de lutte. Et donc, souvent, on oublie cette dimension depuis la France. On croit que oui, mais les universités, elles sont plus ouvertes. D'elles-mêmes. Non, pas du tout. Ils ont dû gagner leur place. Ils ont dû gagner leur place. Et parmi les revendications, il se trouvait aussi les exigences de recruter des experts et des expertes qui n'avaient pas de poste dans l'université et qui étaient issus de ces communautés. Et je parle des communautés noires ou des communautés autochtones ou des communautés latinex. C'était pas seulement, OK, il y a un savoir qui est produit, on va prendre le savoir et maintenant tout le monde va être content. Non, il va falloir donner, il va falloir financer, il va falloir payer des personnes qui sont des chercheurs et chercheuses indépendants, puisque l'université ne leur offre pas de poste. Donc c'est ça. Oui, il y a un enjeu là-dedans où même les étudiants ont leur rôle à jouer pour imposer ces sujets-là. Pour imposer, c'est une lutte. Et donc, pour continuer à répondre à ta question, ici, il y a des choses qui ont évolué. Il y a des débats qu'on a et même des colères ou des controverses qui sont liées à l'imposition de certains termes. Mais le recrutement de ces corps-là, il n'est pas encore... Et ça va devenir encore plus difficile car il y a de moins en moins d'argent pour l'éducation supérieure. Oui, mais ça a toujours été difficile. Oui, dans tous les cas, c'était difficile. Parce que maintenant, on parle beaucoup... Non, je pense que c'est un point important. Tu as raison. À l'université, on parle beaucoup dans les débats académiques de l'ingérence des autorités, un peu des restrictions. Ça, c'est vrai et c'est une vraie question. Mais il y a eu aussi une période, moi en tout cas, j'ai traversé la période où ce que l'État, les autorités font aujourd'hui, l'université, elle le faisait elle-même. Pour te dire, moi, quand j'ai fait mes études à Créteil au départ, donc Paris 12 à l'époque, aujourd'hui c'est Paris-Est Créteil, il y avait un mec, c'était un Antillais, et il avait commencé une thèse sur Marcus Garvey. D'accord. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il était plus avancé que moi. Il ne l'a pas fini.
D'accord, oui, parce que. Ok. Il l'a pas fini, sa thèse. Je pense pas qu'il l'ait fini. Mais lui, je me souviens, on s'est croisés, on avait la même directrice de recherche, et lui, il travaillait sur Garvey. Ouais, Et donc, voilà, lui, ça devait être début des années 90. Bah, lui, il n'a pas fini. Ah oui. Tu vois, et donc non, mais là, maintenant, il était seul dans le désert, je pense. je pense. Donc maintenant, on va dire oui, le président a dit ça, ou le ministre ou la ministre a dit ça, ou a fait ça. Ok, c'est une galère, mais moi je pense à toutes les personnes qui n'ont pas fini leur thèse. Oui, bien sûr. Ouais. Ou toutes celles qui ont fait leur thèse sans financement. Moi j'ai fait ma thèse sans financement. Ou toutes les personnes qui ont fait des thèses sur ces sujets-là et qui n'ont jamais eu de poste et qui ont abandonné la recherche. Ah oui, non, mais c'est désespérant. Hein. C'est désespérant, mais il faut des thèses. Ouais. Il faut. Il faut travailler sur la radicalisation pour avoir des, pour avoir des financements aujourd'hui. La tech, c'est ça. Et comment t'expliques qu'en France, ça a été, alors ça l'est encore un peu, mais moins que dans les années 2000, aussi difficile de parler de la race, même au sein de la gauche. Et est-ce que tu penses que même maintenant, au sein de la gauche, il y a quand même une évolution positive Ils sont obligés. Enfin, maintenant, il y a... Les gens, pour moi, sont tellement fâchés aujourd'hui. Mais ils sont vraiment fâchés parce que le débat, il est impossible à éviter. Oui. Avant, c'était pas un débat. Ouais. Tu vois, c'était vraiment un grand silence. Maintenant, je pense que paradoxalement, cette colère, elle montre l'avancée, en fait. Les gens sont tendus parce que aujourd'hui, c'est impossible. Oui, tu peux pas éviter la question. Tu peux pas éviter. Donc, ils sont énervés de devoir se pencher sur la question. Donc, c'est ça l'avancée, mais on n'a pas encore le confort. Ouais. On n'a pas encore le confort de réfléchir tout simplement. Là, on est vraiment dans la bataille politique qui est normale. C'est parce que c'est aussi une bataille politique. Et les gens vont essayer de faire une sorte, la part des choses entre non, mais ça, c'est de la recherche et ça, c'est de la politique. Mais c'est pas vrai. C'est très politique. Les savoirs sont politiques. Les universités sont politiques. Qu'est-ce qu'on met au programme, c'est politique. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que c'était déjà un débat qui me semble que les féministes avaient dans les années 70-80 à l'université. Ouais. Elles avaient déjà dû affronter ces problématiques et déjà apporter les questions en mode mais oui, mais c'est aussi politique. Bien sûr. Et que les gens n'ont pas fait le rapprochement avec la question de la race dans les années 2000, c'est... Ah, mais jamais. Enfin, c'est pas la même chose. Sinon, on accepte tout le monde. Et c'est le paradis sur Terre, enfin. Ouais, tu vois. Mais c'est exactement... C'est le bon exemple. Chaque groupe va devoir se battre pour sa prise en compte ou son inclusion. Et qu'il y a un moment, même les féministes qui vont justement décrier ce traitement de la question raciale, t'as envie de leur dire, mais il y a un moment, les femmes, elles n'étaient pas profs. Oui. Non, mais il y a un moment, une femme n'était pas un esprit. Donc, qu'est-ce que vous comprenez pas? Et c'est ça qui est dommage, en fait, dans une alliance. Il faut avoir des expériences, alors je dirais pas communes, mais qu'on pourrait faire des parallèles. Mais on pourrait faire des parallèles. Et sur la question de l'identité noire, est-ce que tu penses que toi, on peut parler d'une identité noire dont la base commune serait, je sais pas, l'expérience de la négrophobie, l'expérience de la déshumanisation, ou est-ce que pour toi, tu préfères parler d'identité noire au pluriel pour voir l'énorme diversité de profils, d'histoires qu'il y a en dessous? Est-ce que pour toi, le terme d'identité noire, ça peut être un peu piégeux? Ouais, je pense que justement dans le sous-titre du livre, c'était réflexion sur une identité noire, parce que je voulais pas du tout parler de l'identité noire. Donc j'aurais immédiatement tendance à utiliser le pluriel. Il y a quelque chose, et ça, ça marche pour toutes les catégorisations raciales. Il y a comment tu fais quand un groupe existe, une communauté est formée, pas nécessairement de son fait. En tout cas, elle est reconnue comme telle. Après, elle peut prendre conscience d'elle-même et se dire, donc, nous allons exister comme telle. Mais que fait-on de toutes les variations ou de toutes les modalités de diversité, que ce soit la classe, le genre, l'orientation sexuelle, la situation par rapport au validisme. Il y a tellement de choses. Mais il y a quand même, historiquement, une matérialité de l'existence du corps noir. Il y a une visibilité de ce corps noir, avec à des degrés différents. On pourrait parler de la question, je sais pas moi, ce qu'on appelle le métissage, même si le terme il est un peu compliqué, mais qui est cette personne, je sais pas, noire, qui a la peau la plus claire possible, qui fait qu'elle constituerait la frontière entre le noir et les blancs. Tu vois, où est-ce que ça s'arrête le noir, où est-ce que ça commence le blanc? Enfin, tu vois. Donc, moi, je parlerais d'identité noire, mais je reste persuadée qu'il y a quelque chose avec le corps et l'appréhension du corps. Parce que toutes ces catégorisations raciales, elles datent de l'ère moderne. Et elles datent justement de la mise en branle de la traite transatlantique. À ce moment-là, les gens qui sont réduits en esclavage, ils ne se définissent pas comme noirs. Ils se définissent selon leur affiliation ethnique.
religieuses, politiques. Est-ce qu'ils sont issus d'un royaume, d'un empire, d'une tribu ou de ce que tu veux? Les gens sont partis du continent africain en se disant, moi je suis Djoula, je suis Bambara, je suis Ibo, je suis Bamileke, et toutes ces, comment dire, ces diverses strates d'identité, elles ont disparu. Et elles sont, et est né le ou la noir. Pareil pour les Blancs. Je veux dire, un Français, c'est pas un Hollandais, qui n'est pas un Espagnol, qui n'est pas un Portugais, qui n'est pas un Britannique. Et au final, ils sont devenus les Blancs. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, en fait, et tu en parles beaucoup dans son livre, c'est une expérience que nous, on ne peut pas connaître, c'est l'expérience d'être dans un corps noir, et parfois même, savoir certains, le sentiment d'être enfermé dans ce corps, avec l'idée que tu peux faire ce que tu veux, ton corps va faire que les gens vont te renvoyer au noir. Ton corps, il parle avant toi. Ouais, ça c'est... Et ça, parce que le regard, il a été façonné et structuré par cette histoire. Et ça, c'est aussi quelque chose qui perdure aujourd'hui. On ne peut pas dire, par exemple, l'esclavage a été aboli et donc tout ça, c'est fini. Non, ce que l'esclavage a mis en place, c'est une hiérarchie raciale. Tu vois? Et ça, c'est un fait. Parce que ce qu'on oublie, moi je connais bien, ces Amériques anglophones, mieux que même les Antilles françaises, mais la plupart aux États-Unis, et je pense que c'est le cas dans toutes les Amériques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des Blancs n'étaient pas propriétaires d'esclaves. La plantocratie, c'était une élite économique, socio-culturelle, politique. Oui, tous les Blancs n'avaient pas leurs esclaves. Ah mais non. Il y avait des Blancs pauvres aussi. Mais on parle de ce qu'on appelle l'économie raciale. C'est-à-dire à quoi, à travers les siècles, ça a servi ou comment est né ce privilège blanc. On est blanc, et on est blanc même si on n'a pas d'esclaves. Et même si on n'a pas d'esclaves, même si on n'est pas riche, on n'est pas un noir. Ou on n'est pas un autochtone. Ou on n'est pas, de toute façon, tous ceux qui ne sont pas blancs. Et ça, c'est l'économie raciale qui va au-delà du fait de posséder des esclaves. Et ça continue. Qu'est-ce que ça a voulu dire, d'avoir un corps blanc en termes de supériorité intellectuelle, supériorité sociale, économique, supériorité religieuse. Voilà. Et c'est pour ça que des groupes comme la Nation of Islam, ils vont aussi gérer la question de la religion. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a une sorte de fierté pour les Blancs en se disant « j'ai beau être pauvre, au moins je ne suis pas un noir ». Et j'ai cette fierté, même si je n'ai rien fait, de me rattacher à une histoire qui serait supérieure. Mais ça, Wissam, ça a été fabriqué. Ça a été fabriqué parce qu'au départ, dans le cadre des États-Unis, en tout cas, noirs et blancs, les esclaves et les blancs pauvres ont pu travailler ensemble, ont forgé des alliances, ont mené des révoltes ensemble. Et ensuite, ça c'est l'ordre capitaliste, on les a séparés. Mais à un moment, quand tu prends ceux qu'on appelle les travailleurs engagés, c'est-à-dire les Européens pauvres, auxquels on payait un billet pour traverser l'Atlantique et qui étaient liés par contrat à une plantation, par exemple, et ils devaient travailler 5 ans, 6 ans, 7 ans gratuitement pour rembourser leur billet. Et après, on leur donnait une terre où ils avaient de quoi acheter une terre et vivaient leur vie. Eux, ces blancs-là, ils étaient avec des personnes réduites en esclavage. Il y a eu de la solidarité. Mais après, on leur a appris. Et que, justement, pour que la société elle continue de fonctionner, il faut qu'ils deviennent blancs. Et il faut qu'ils performent la blanchité. Il y a un livre très connu, par exemple, qui parle de l'immigration irlandaise aux États-Unis. Et la traduction, c'est comment les Irlandais sont devenus blancs. De Noël Ignatieff. Tu vois, c'est pas juste être blanc. Nos corps, au départ, ils veulent rien dire. Bien sûr. L'esclavage, il a existé. Il existe depuis longtemps dans l'histoire de l'humanité. Mais cet esclavage-là, qui a donné un sens socio-économique et politique au corps, c'est cet esclavage de l'ère moderne. Sur la question noire, j'ai l'impression que, tu diras si je me trompe, mais qu'elle est moins présente dans le milieu militant antiraciste en France, que même il n'y a pas vraiment d'organisation contre la négrophobie qui se dégage. Moi, je me rappelle de la brigade anti-négrophobie, il y a aussi plein d'autres organisations, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une forte qui se dégage, et parfois cette question peut passer au second plan. Est-ce que pour toi, tu partages ce constat et qu'est-ce qui pourrait expliquer cette absence? Non, moi je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, on va dire peut-être underground, et peut-être des organisations qui... Peut-être c'est moi, je suis pas au courant. Des organisations qui mènent des luttes de manière peut-être nouvelle et qui se sont pas inscrites dans je sais pas, dans le sillon et le sillage des grandes associations
comment dire, je sais pas moi, conventionnelle ou Ouais. plus ancienne Classique, qu'elle, ouais. tu vois. Donc non, il y a des noirs qui s'organisent. Ah, Et, ça, je suis d'accord. Non, Oui, non, oui, bien bien sûr. Non, non, mais ça dépend. Pour moi, la question, c'est plus comment on aborde le fait politique. Ouais. Qu'est-ce qui est politique pour toi, par exemple, Ouais. et qu'est-ce qui va faire que Ouais. pour toi, tel mouvement, tel assaut ou tel truc Oui, d'accord. existe et se... Ouais. Oui, à quel moment je dis, ah, ça, c'est une organisation qui se dégage. Ouais, Oui, ouais. effectivement. Ouais. Effectivement. Est-ce que tu penses que. Alors, ça, c'est vraiment moi, des choses que je connais pas et c'est avec mes a priori. Est-ce que. Parfois, j'ai l'impression aussi que la question de l'unité noire est difficile de par la multiplicité des expériences qu'il y a, Bien de sûr. par déjà l'histoire. Il y a- Bien sûr, mais parce que la race, c'est le piège. Comment Ouais. on fait? Ouais. La race, elle a été inventée, on a mis tout le monde dedans, et tout le monde dedans doit essayer de trouver... Ouais. Donc comment on fait? D'un côté, tu es agressé parce que tu appartiens à ce groupe, et d'un autre côté, ce groupe ne veut absolument rien dire. Oui, 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 parce qu'il y a des expériences diverses, et aussi parfois reliées à le pays d'origine et donc sur les Exactement. conflits qu'il y a. Ouais. Mais est-ce que tu penses quand même qu'il y a la possibilité, il y a la possibilité de créer cette expérience commune autour de la lutte à partir de cette expérience noire de la négrophobie? Bien sûr, et je pense qu'il y a eu des grands... Tu vois, quand tu vois, c'était maintenant il y a 5 ans, mais quand le comité Justice et Vérité pour Adama Traoré, Oui, réuni de manière complètement inattendue pour certains et certaines, pour les autorités en particulier, Ouais. il y a quelque chose qui marche. ouais, Il y a quelque comme chose chez qui les marche. jeunes en Et plus. chez les jeunes, et il y a quelque chose aussi de, on va dire, transracial aussi. C'est un truc aussi autour de la non-blanchité. Ouais. Les gens se disent, on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Donc après, il y a des organisations qui vont, oui, jouer la carte, nous, c'est l'identité noire qui prime. Il y en a, ils vont dire, non, mais nous, c'est l'identité de quartier. Nous, Ouais, c'est ouais. l'identité, je sais pas, religieuse. Il Il y a plein- différentes manières de Bien sûr, c'est d'exprimer transversal. Ouais. 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 Nous, c'est la culture, nous, c'est les arts, nous, c'est... Oui, c'est vrai que, mais ça c'est mon biais à moi qui Ouais. m'intéresse moins aux questions culturelles Ouais. et de voir Alors que aussi moi, c'est comment. mon biais à Ah bah moi. oui, bien Ouais. sûr. Ouais. Non mais voir comment aussi ça peut s'exprimer Bien sur sûr. les questions artistiques et tout. Et tu t'intéresses aussi aux questions diasporiques. Est-ce que déjà tu peux nous dire ce que c'est pour toi une diaspora et est-ce qu'on peut parler de diaspora noire? Alors, la diaspora, en général, avant de me pencher sur la diaspora noire, une diaspora dans les sciences humaines, ça répond à plusieurs règles. Pour parler de diaspora, on parle d'une communauté ou d'un peuple qui a dû quitter son lieu d'origine et qui a dû quitter son lieu d'origine à la suite d'une catastrophe ou d'un conflit. C'est-à-dire que cette communauté, elle est partie alors qu'elle ne voulait pas partir. Tu vois? Donc un peu pour que les gens diaspora palestinienne, on pourrait Exactement. mettre dans le sens. Exactement. Et on va y revenir parce que dans les sciences humaines, pendant longtemps, le cas classique, ça a été Israël. Pas l'État d'Israël. Israël, bibliquement, le peuple d'Israël qui a été éparpillé. Et donc ce départ, il part, on va dire, d'un point A. Mais pour parler de diaspora, il faut qu'il y ait une dispersion dans plusieurs lieux différents. D'accord. Il faut que la communauté explose et se retrouve dans des points B, C, D, jusqu'à Z, si tu veux. Et donc, la communauté dispersée, elle a conscience du départ forcé et elle a conscience de la dispersion. Elle sait que des membres de cette communauté se trouvent dans les autres points, B, C, D. Cette communauté dispersée, elle essaie de maintenir des liens avec les communautés dispersées. Elle rêve et elle fantasme beaucoup le lieu d'origine qui va devenir la terre promise, la terre vers laquelle on doit revenir, le paradis perdu. En tout cas, il y a toute cette fantasmagorie. Et surtout, la diaspora n'existe que parce que la communauté qui a été dispersée n'est pas intégrée et n'est pas assimilée dans le nouveau lieu dans lequel elle se trouve. Ouais. Il faut qu'elle soit exclue, il faut qu'elle soit marginalisée. Si elle est intégrée, acceptée, il n'y a pas besoin de diaspora puisqu'elle refait sa vie. Là, l'exclusion fait qu'il y a ce malaise et qu'il y a ce désir de se recomposer et de se retrouver. Et donc, Il y a encore ce nous. il y a ce nous qui persiste. Tu vois? Et donc, dans les sciences humaines, pendant longtemps, le cas classique, comme j'ai dit, c'était Israël. C'est une diaspora. Il y a eu, suite au génocide arménien, les Arméniens, il y a une diaspora. Et jusqu'aux années 60, l'outil, la notion de diaspora, elle n'a pas été appliquée aux populations d'ascendance africaine. Et il y a un historien qui s'appelle George Shepperson qui a utilisé le terme de diaspora
pour, définir ce qui s'était passé pour les personnes d'origine africaine dans le cadre de la traite transatlantique. Mais j'ai l'impression, parce que le terme diaspora, il est hyper galvaudé aujourd'hui, on l'utilise pour un oui, pour un non, et j'ai l'impression qu'on confond la diaspora et la migration. Oui, c'est vrai. Alors que la migration et la diaspora, c'est pas la même chose. Ouais. La migration peut faire partie de la diaspora, mais c'est seulement un temps de la diaspora. La diaspora, en fait, c'est le déplacement et la dispersion sur le long terme. Tu vois, la migration, c'est juste un moment. Oui, et ça peut renvoyer à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être pour clarifier. Quand je te disais, moi, je me retrouve aux États-Unis et j'ai l'impression que moi, je suis noire d'Afrique, je suis une Ivoirienne, je viens de telle ville, j'ai pas de problème généalogique, enfin, tu vois, j'ai rien perdu. En vérité, je fais partie de cette diaspora parce que le déplacement originel, tu vois, qui a commencé des siècles auparavant, avec la traite négrière, il ne me concerne pas directement, que je crois, mais je ne sais pas de qui, dans mon ascendance, a été capturé et parti oui. dans les Amériques, tu vois. Et que moi, je viens de l'immigration post-coloniale, qui est un moment migratoire qui s'inscrit dans cette diaspora plus longue. Et de toute façon, j'ai en commun ce corps qui a été fabriqué à ce moment historique. C'est que les gens, en fait, renvoient tous à... Exactement. Et qu'en plus, là, on dit que la diaspora, c'est infini, qu'à un moment, on ne sait plus quels sont les points de départ et les points d'arrivée. C'est-à-dire que le mouvement, il est perpétuel. Si tu prends quelqu'un qui est, je sais pas, descendant de personnes réduites en esclavage, qui est arrivé en Martinique, par exemple, de la Martinique, vu l'impérialisme français, se retrouve par le biais du Bumidum dans l'hexagone français, à des enfants qui sont dans l'hexagone. Est-ce que la terre promise, la terre de départ ou le point d'origine pour cette personne-là, c'est quoi? C'est depuis, on va dire, Paris. Est-ce que c'est la Martinique? Ou est-ce que c'est l'Afrique? Tu vois ce que je veux dire? Et imagine cette personne-là, d'origine martiniquaise, elle décide d'aller s'installer, je sais pas, sur le continent africain. Parce que je veux revenir. C'est ça, la diaspora, où je pense, j'utilise souvent l'exemple du chanteur ivoirien Alpha Blondy, qui était vraiment, donc lui, il s'est lancé dans le reggae, complètement obnubilé par la Jamaïque. La Jamaïque, les Rastas de Jamaïque qui rêvent d'Afrique, lui, l'Africain du continent qui rêve de la Jamaïque, et il va enregistrer son album qui s'appelle Jérusalem dans les années 1980 à Kingston, dans le studio des Wailers. C'est où le point de départ? Qui a la vérité? Qui a le départ? Est-ce que c'est la Jamaïque qui a raison? Est-ce que c'est l'Ivoirien qui a raison? Et pourtant, on pourrait se dire, l'Ivoirien, lui, il a le continent. Mais même avec ce continent, il a l'impression, malgré, on va dire, cet ancrage continental, il a l'impression qu'il trouve un écho à lui-même dans la Caraïbe. Il y a une continuité aussi là-dedans. Et peut-être qu'il ne faut même pas trouver de réponse de qui a raison, c'est plutôt les échanges, la multiplicité. Et donc, il y a quelque chose de perpétuel. À la fin, on ne sait plus. Donc oui, il y a une diaspora noire ou africaine qui existe. Et oui, c'est compliqué. Et la migration n'est qu'un temps de cette diaspora. N'est pas diaspora qui veut. Tu vois, il faut que ça soit long. Il n'y a pas de diaspora française. Non, pas encore. On ne sait jamais, c'est une catastrophe naturelle. On ne sait jamais, on ne l'espère pas. Et de toute façon, on le saura dans 5 siècles. Oui, il faut du temps avant que... Est-ce que, je me demandais, est-ce que aussi, sur la question de la négrophobie, est-ce que tu t'intéresses aussi à la négrophobie intercommunautaire? C'est-à-dire que c'est un débat qui intéresse beaucoup les internautes, notamment à commencer par la négrophobie arabe. Et aussi, est-ce que tu t'intéresses aussi au racisme qui peut exister? Alors, tu en as parlé un petit peu, mais entre les Noirs eux-mêmes, c'est-à-dire les questions de colorisme. Le colorisme, oui, ça m'intéresse. C'est pas des choses... moi, j'ai un problème avec le contexte français. Parce que... C'est pas mon contexte intellectuel. C'est le contexte que je pratique, mais à propos duquel j'ai du mal à écrire, parce que je suis trop dedans. Tu vois, j'ai pas assez la distance. Mais bien sûr que les questions de la négrophobie de la part des communautés non noires, et qui pourraient être des communautés alliées ou des communautés, en tout cas, des groupes avec lesquels on partage des choses en commun. Bien sûr que ça existe, bien sûr que c'est un sujet, bien sûr que, je sais pas, les Français aiment bien rappeler que la traite du monde arabo-musulman a duré bien plus longtemps que la traite transatlantique. Oui, on le sait, sauf que la traite transatlantique
a été beaucoup plus intense et a déplacé beaucoup plus de monde en moins de temps. Ouais. Et surtout, moi, la traite transatlantique, elle m'intéresse parce que c'est celle avec laquelle je deal. Ouais. Je ne vis pas dans le monde arabo-musulman. Oui, oui. Mais évidemment que dans le monde arabo-musulman, des stéréotypes et du racisme a été produit du fait de cette traite de personnes réduites en esclavage, qui était spécifique. Il y avait beaucoup de traites féminines, par exemple, beaucoup de femmes qui ont été déplacées pour devenir des sortes d'esclaves sexuels. Il y a eu beaucoup de castration. Il y a eu un discours qui a été aussi posé sur l'infériorité supposée des populations noires. Il y a donc le rôle de l'islam qui, justement, était celui réparateur voilà, on est une communauté de croyants et de croyantes, et il n'y a pas de hiérarchie entre les croyants et les croyantes. Ça n'a pas été très appliqué voilà, parfois dans la réalité. Voilà, j'allais y venir. Et après, il y a la pratique. Voilà. Donc ça, c'est une vraie question, et je trouve qu'on a du mal. On a du mal avec ça. À faire face. À s'en emparer, à la reconnaître. Mais moi, je la trouve très, très... la grophobie du monde... non, je ne vais pas dire... Non, le monde arabo-musulman ne m'intéresse pas. Moi, je parle depuis la France hexagonale. Il faut qu'on se parle entre nous. Tu penses qu'il faut qu'on brise les tabous Non, il faut qu'on y aille franco. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et après, la question du colorisme, donc on va dire intracommunautaire, bien sûr qu'il y a des hiérarchies à l'œuvre au sein même de la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la peau claire? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la peau foncée? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des traits qui sont censés être plus, je ne sais pas, européens, plus fins? Les dommages, ils sont pour tout le monde. Les dommages, ils sont vraiment pour tout le monde. Ça, après, j'imagine que c'est des questions qui doivent discuter entre les personnes concernées sur la question du colorisme et tout. Et sur la question de la négrophobie arabe, est-ce que toi... Parlons du cas de la France. Est-ce que tu aurais des pistes d'analyse pour comprendre? C'est quoi? C'est peut-être la volonté pour les Arabes de se sentir un peu supérieurs à d'autres personnes? C'est peut-être que c'est un héritage culturel? Culturel, je sais pas, mais il y a un truc... je dis, qui a envie d'être noir sur la planète? Enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas on n'a pas encore fabriqué plus bas que ça. Et évidemment, toute forme de racisme... De manière générale, le racisme a une fonction. Il sert à quelque chose. Il sert à quelque chose de manière matérielle ou immatérielle. Donc, est-ce que il s'agit de ne pas être le dernier de la liste? Est-ce qu'il s'agit de se dire, au moins, je sais pas. Parce que même dans la communauté musulmane, même dans la pratique de l'islam, même dans la direction des mosquées, qui a le véritable islam, qui a un islam qui a été altéré, qui est impur, et qui a été altéré, et qui n'est pas nécessairement pur, mais je ne sais pas quelle est la forme pure de l'islam. Mais c'est un truc, par exemple, les salafs ont du mal à reconnaître, même les trucs wahhabites sont aussi du modernisme, c'est aussi quelque chose, même si en se prétendant revenir à la source, c'est aussi un truc c'est vrai que l'islam un peu, je dirais, entre parenthèses, subsaharien, il y a aussi beaucoup de tendances soufis et tout, et un peu méprisé. Bien sûr, un peu beaucoup. Beaucoup. Un peu beaucoup, tu vois, donc il y a tout ça, alors que pourtant ça pourrait être, l'islam pourrait être un vecteur de solidarité, tu vois, mais il y a quand même ces hiérarchies. Il y a quand même ces hiérarchies. Entre la théorie et la pratique, il y a énormément de différences. Je suis d'accord. Alors là, on a beaucoup parlé de race, mais toi, tu t'intéresses aussi aux questions féminisme et à la manière d'articuler les deux. Est-ce que déjà, toi, Pas vraiment, mais ah ouais? Est-ce que tu te présentes comme afroféministe? Non. Non, je soutiens, mais en fait, c'est pas mes termes. Et en fait, je t'explique. C'est parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, pendant longtemps, je n'étais pas en France. J'étais dans une trajectoire assez personnelle, tu vois. J'étais pas en communauté, j'étais pas. Donc à un moment, quand je reviens en France, je vois qu'il y a des choses, il y a des mouvances, mais c'était pas ma culture. Et en plus, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai été formée en anglais. Donc par exemple, pour te donner une illustration, le terme racisé. Aujourd'hui, peut-être que je vais l'utiliser de plus en plus, mais au départ, je ne l'utilise pas parce que c'est pas ma langue. Pour moi, j'utilise plus naturellement. Parce que je suis partie de racialisation, en anglais, donc les phénomènes de racialisation, et je vais parler de racialisation
positive ou négative. Parce que la racialisation, c'est pour tout le monde. Les Blancs aussi ont été racialisés. Oui, c'est ce qu'on... tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a les racisés, les non-racisés, les Blancs seraient non-racisés. Voilà. C'est un peu comme genré, on dirait que seules les femmes sont genrées, non, les Blancs, les hommes aussi sont genrés. Tu vois, et quand on parle même de la question du genre, les gens vont dire, oui, mais la question des femmes, non. C'est la construction de la masculinité. Oui, aussi. On n'est pas le neutre. Exactement. Tu vois, pour moi, comme si des fois les hommes sont présentés, les hommes, et je parle des hommes cis, comment dire, hétéros, c'est des blancs, en fait. Les gens qui n'arrivent pas à comprendre la figure de masculine, cis, hétéro, normée, c'est l'équivalent de la catégorie blanche, en fait. Bon. Donc, oui. Donc, afroféminisme, c'est vraiment un terme assez récent. C'est depuis la moitié des années 2010 qu'il est arrivé dans la sphère française. Et c'est vraiment des femmes noires, cis et trans qui parlent depuis la France hexagonale. D'accord. Afroféminisme, c'est très franco-français. Ouais, le terme. Parce que d'accord. l'afroféminisme, c'est pas le féminisme noir des États-Unis. C'est pas black feminism. D'accord. Le black feminism, il y a une généalogie. C'est les femmes noires qui opèrent une double rupture à partir de la fin des années 60. Elles, s'éloignent du mouvement Black Power. Parce qu'elles disent... Pour des questions de masculinisme, c'est les hommes qui dominent le mouvement. Et elles s'éloignent du mouvement féministe de la deuxième vague. Pour les mêmes raisons, vous êtes raciste, en fait. Et c'est pour ça que l'une des premières anthologies consacrées à la question du black feminism, c'est quoi? All the women are white... all the women are white, all the blacks are men, but some of us are brave. Donc toutes les femmes sont blanches, tous les noirs sont des hommes, mais certaines parmi nous sont courageuses. Et certaines parmi nous sont courageuses, c'est les femmes noires qui sont complètement invisibilisées. Donc elles vont créer leur propre mouvement et elles vont, s'intéresser à la question du capitalisme. Elles vont développer la question de l'alliance avec ce qu'elles appellent le tiers-monde à l'époque. Elles vont parler de la question des orientations sexuelles et des identités de genre. Voilà, ça c'est black feminism. D'accord. Et c'est un mouvement états-unien. D'accord. Est-ce que, juste avant que tu reviennes sur le Afrofemme, est-ce que par exemple, Angela Davis avec son livre Femme, race, classe, tu le mets dans black féministe. D'accord. Tu vois, l'afroféminisme, c'est juste, pour moi, il faut respecter juste le terme et l'origine. C'est des femmes françaises. Il y a eu des mouvements féministes noirs ou de couleur qui ont existé en France, qui étaient souvent liés à la question de l'immigration ou à la question des territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer. Là, on est dans un moment, on va dire, dans une histoire ou dans une chronologie précise où c'est des femmes françaises, qui sont pas en train de... À partir de l'expérience de France. Tout en étant inspiré tout en étant inspiré, tout en étant en conversation avec des féministes du monde entier ou des territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer. Et elles se sont appelées afroféministes. C'est elles qui ont donné... donc quant à... C'est quoi la Ligue... je vais oublier le terme maintenant. Des femmes noires dans les années 70. Elles se sont appelées comme ça. Elles ne se sont pas appelées afroféministes. Donc les afroféministes, c'est un moment particulier. D'accord. Voilà. Et donc, oui, toi, et est-ce que ça t'intéresse le black féminisme? Est-ce que toi, tu te sentirais plus... Mais c'est peut-être avec l'expérience Moi, pendant longtemps, je me suis pas... déjà, j'ai jamais utilisé le label féministe. Pendant longtemps, je l'ai pas utilisé parce que c'était pas mon label. Et c'était pas mon expérience, en tout cas depuis la France, où on avait des considérations féministes qui ne semblaient pas me concerner. D'accord. Que si je suis jeune et que je suis en train de grandir et qu'on est en train de me dire oui, je sais pas, il y a la pilule, il y a le planning familial. Moi, je viens d'un milieu traditionnel musulman. D'accord. Ça faisait pas écho à... non, c'est pas que ça faisait pas écho, ça faisait écho, mais j'avais pas le droit. Ah, d'accord, je vois. Oui, d'accord. Ouais. Donc, tu vois, c'est pas comme si j'allais manifester, je veux ma pilule. Oui. C'est pas possible. Tu vois, donc il y avait aussi la question de classe sociale. Moi, je viens d'un milieu extrêmement pauvre. Donc il y a plein de choses. Si je grandis dans les années 80 et que tu as le modèle des femmes qui, je sais pas moi, on va devenir femme d'entreprise, maintenant on va intégrer le MEDEF, mais c'est pas ma vie. Pas représentée, mais pas du tout. Et même quand on va parler que ce soit de Beauvoir ou je pense même à Virginia Woolf qui va écrire Une chambre à soi. Moi, j'ai grandi dans un endroit où j'avais pas de chambre. Ça, je connais. Bon. Oui, on n'a pas une chambre à nous. Et donc, je suis pas. Quand je te décris tout ça, c'est pas du tout pour dire que ça ne m'intéresse pas. Je dis juste que ça ne me concerne pas. C'est tout.
Et après, donc, quand je suis partie aux États-Unis, par contre, je suis rentrée. Donc, déjà, j'étais plus âgée, peut-être. Et je me suis familiarisée avec le black feminism. Et là, ça m'a parlé. Oui, c'est une tentative de là, parler là aux femmes de Exactement. certaines catégories avec leur expérience et leurs mots. Exactement. Et c'est ça qui me fait revenir aussi ou repenser aux pratiques des femmes de la communauté dont je suis issue. Et je me dis, oui, ma mère présidait une association de femmes. Ouais. Ah, mais elle faisait ci, elle faisait ça. Ouais. Elles allaient parler aux hommes. Enfin, il y avait les associations des hommes, les associations des femmes. Elles faisaient leur truc. Et des femmes qui essayent de résister ou qui se battent pour des choses, j'en ai vu toute ma vie. Oui, c'est pas parce qu'elles se disaient pas féministes qu'il n'y avait pas une sorte d'empowerment de ces femmes-là qui savaient se faire respecter dans des endroits et mener leur part. Exactement. Tu vois. Ouais. Donc là, je te raconte tout ça pour dire que moi, naturellement, c'est pas féministe, ça pas. C'est pas un truc que j'avais utilisé. Ouais, maintenant, je constate et je regarde les afroféministes et bien sûr que je les soutiens. Mais c'est pas, c'est pas la façon dont je me. Oui, bien sûr. Dont je me définis. Et est-ce que aussi la question d'intersectionnalité, ça t'avait intéressé? Oui. Et là, ça venait aussi des États-Unis. Là, il y a 10-15 ans, c'était inconnu au bataillon, alors que c'était déjà très développé aux États-Unis. Et là, en France, c'est les afrofemmes qui l'ont beaucoup imposé. Maintenant, plus personne ne peut. Mais encore une fois, c'est comme diaspora, c'est galvaudé. Voilà, c'est ça que j'allais dire. D'accord. Non, mais justement, vas-y. Ouais, parce que j'ai appris l'intersectionnalité, je sais pas. Oui, que c'est toutes les sauces, mais que j'ai l'impression qu'on a perdu Mais oui, l'intersectionnalité, c'est un outil. C'est un outil. L'intersectionnalité, c'est une théorie. C'est un outil d'analyse développé par Kimberlé Crenshaw et qui a publié un article majeur en 1989. Mais avant ça, on articulait déjà aussi. Mais bien sûr, quand tu regardes l'histoire africaine-américaine, mais même la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, il y a les premières féministes qui vont développer des alliances avec les féministes blanches. Il faut savoir qu'il y a une grande blessure entre les féministes noires et blanches, mais avant les années 60 dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était autour de la question de l'abolition de l'esclavage. Au départ, il faut savoir que les féministes blanches ont beaucoup soutenu l'abolition de l'esclavage. Mais on a des figures telles que Sojourner Truth, par exemple, qui a adressé un congrès de féministes en disant ne suis-je pas une femme ? Ne suis-je pas une femme ? Tu vois, et donc là, on parle de la moitié du 19e siècle. Et surtout, il y a eu la pression au moment de l'imminence de l'octroi du droit de vote aux femmes ou aux Noirs. Elle en parle, Angela Davis, c'est passionnant ce débat-là. Et exactement. Et des féministes blanches, elles ont dit, dans ces cas-là, nous, on est des blanches. Ouais. Et c'est sûr que les femmes noires n'allaient pas obtenir le droit de vote avant les hommes noirs. Ouais. Tu vois ce que donc ça, c'était la question qu'elle posait Angela Davis, c'est quelle était la position à tenir, c'est extrêmement difficile. Exactement. Et donc, il y a cette blessure et cette méfiance depuis. Et là, je parle vraiment du 19e siècle, parce que c'est en 1870 que les hommes noirs ont obtenu le droit de vote, alors que les femmes, elles l'ont obtenu en 1919 ou 1920. Je crois que c'est le 19e amendement. Bon, tout ça pour dire que à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y a un mouvement qui s'appelle le Club Women, le mouvement pour les Club Women. Il y a des féministes blanches, des féministes noires, et il y a des textes où on te dit déjà, pour les femmes noires, il y a la race et le sexe, c'est ce qu'elles utilisent. Oui, donc, à l'époque. Oui. C'est ça. Donc, ce qu'a fait Kimberlé Crenshaw à la fin des années 80, déjà, c'est une juriste, il faut le préciser. Oui, c'est dans ce cadre précis. C'est dans ce cadre-là. Elle fait juste une étude sur un cas, une affaire de justice, une plainte qui a été portée par des femmes noires qui travaillaient dans une usine et qui se déclaraient, discriminées. Voilà, elles ont dit, nous, on est là depuis je ne sais pas combien de temps et on est discriminés. Et voilà. Et elles ont perdu, ces femmes-là, elles ont perdu. Crenshaw, elle analyse ce cas et elle dit, pourquoi elles ont perdu ? Elles ont perdu parce que il n'y avait pas d'analyse intersectionnelle de leur situation. C'est-à-dire que quand on a fait une étude statistique de ce que devenaient les femmes au sein de cette usine et ce que devenaient les hommes dans cette usine, ce que devenaient les Noirs, on n'a regardé que les hommes, et pour les femmes, on n'a regardé que les blanches. Et l'angle mort, c'est les femmes noires. Comment on fait quand on est femme et noire ? Parce qu'elles, de fait, elles sont exclues. Mais si on n'a pas ça en tête, si on n'utilise pas cette analyse intersectionnelle, on ne les verra jamais. C'est ça l'intersectionnalité. C'est tout. Donc maintenant, c'est devenu un mot. Je suis intersectionnel. On est intersectionnel. Ouais. Enfin, tu vois, il suffit que tu sois, je sais pas, noir et arabe et pauvre.
y a une intersection. Ouais. Est-ce que quand on pense aux pauvres, on pense à toi? Ouais. Est-ce que quand on pense aux Arabes, on pense à toi? Est-ce que t'es cis? Est-ce que t'es trans? Est-ce que t'es homo? Nous, on est intersectionnels. Et même c'est chez tout. les dominants, je veux dire, ils ne sont pas juste hommes. Ils sont Exactement, blancs, ils sont de exactement. classe supérieure, Exactement, ils sont valides, exactement. ils sont hétéros. Ouais. Donc, Mais ce qu'elle a posé, Crenshaw, c'est que... mais eux, on les oublie pas. Ouais, voilà, mais exactement. C'est l'angle mort quand on s'intéresse à la question de la discrimination. Si vous voulez, faire une analyse fine de cette discrimination, si vous prenez pas en compte que ce sont des femmes noires, ou en tout cas des femmes pas blanches, et que vous prenez pas en compte le fait que ces hommes sont des hommes, mais c'est des hommes noirs, on n'y arrivera pas. Ouais, bien sûr. C'est ça l'intersectionnalité. Donc après, les gens ils en font ce qu'ils veulent aujourd'hui. Mais une analyse intersectionnelle, c'est une analyse complexe, une analyse fine, qui essaye de tout prendre en compte. D'accord. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Ouais. C'est vraiment trop bien. Je veux juste qu'on parle, pour finir, de l'actualité. Ouais. On voit en ce moment l'horreur qui se passe en Palestine, le génocide. Mais il y a une horreur depuis 1948 en Palestine. Oui, je suis d'accord. Mais là, il y a des degrés. Là, il y a des degrés. Non, Il y a des degrés. Mais depuis... Je dis ça, excuse-moi, parce que, évidemment, il y a ce qui se passe en ce moment et ce génocide en cours. Il y a ce qui se passe depuis les attaques du Hamas du 7 octobre. Ouais. Mais dans le discours et dans il y a quand même une mainmise sur la généalogie, sur la chronologie, qui est vraiment un acte colonial par excellence. Ouais. Enfin, tu vois, si tu dis l'histoire des Amériques commence en 1492, tu dis c'est Christophe Colomb qui a découvert les Amériques. Je suppose que les autochtones des Amériques ont une autre chronologie à proposer, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je faisais un peu cette remarque. Oui, mais tu as raison. Mais on oublie que l'embrouille, elle date pas du 7 octobre et que l'attaque du 7 octobre, elle est incroyable et atroce, mais qu'il y a un contexte. Ouais. Et même les gens, même ça date pas de la création de l'État d'Israël, même avant, il y avait déjà des conflits. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, on parle beaucoup de la Nakba, et les Palestiniens parlent de la Nakba permanente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement c'est cette période-là, dont ça fait 70 ans que ça dure. Et là, on voit que il y a un génocide en cours, on a atteint un niveau de violence inimaginable. Il me semble qu'il n'y a pas longtemps, j'étais aux côtés de Rima Hassan. Pourquoi ? Alors déjà, comment t'expliques que il y a un tel drame qui arrive avec le soutien des puissances occidentales, même si là, ils sont en train de... Je pense qu'ils sont en train de voir l'étendue de l'horreur, ils se disent, oula, ça devient Tu penses qu'ils sont en train de voir en fait, tu vois que tu as même l'Allemagne qui commence un petit peu à reculer. Donc moi, en fait, ce qui me fait peur, c'est de se dire... C'est encore plus grave que ce qu'on pense. C'est juste qu'ils n'ont pas intérêt à ce que ça dégénère jusqu'au bout. Ouais. C'est pas qu'ils voient l'étendue de l'horreur. Ouais, tu penses que c'est ça ? Oui, enfin, il y a un intérêt. Je veux dire, ils ont largement contribué, et je suis pas une spécialiste vraiment de cette histoire, mais ils ont largement contribué et ils ont une responsabilité dans la création de l'État d'Israël. Ouais. Donc je pense que si aujourd'hui ils essayent de s'en défaire un peu ou de prendre des distances, c'est qu'il y a un intérêt. Ouais, comme il y avait un intérêt à créer cet État. Et pour moi, cette question, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure quand on parlait de la notion de diaspora. Moi, ce qui me fascine, c'est ça, c'est les peuples en souffrance, les peuples en errance, les peuples qui ont vraiment vécu quelque chose, parce que là, il y a aussi ce qu'a joué, enfin la force qu'occupe la Shoah dans cette histoire, et qu'est-ce qu'on fait, et qu'est-ce qu'on a le droit de faire au nom de... Tu vois, au nom passée. Tu vois ce que je veux dire, et c'est ça qui est clé, tu vois. Israël, c'est cet État qui est... Mais ce qui est horrible, c'est aussi la manière perverse dont ils essayent de jouer sur la catastrophe de la Shoah. Et je ne sais pas si tu as vu la dernière déclaration de Netanyahou qui a dit dire Free Palestine, c'est comme dire en 1945 Heil Hitler. C'était vraiment, je suis là, mais il n'y a pas un degré de décence là-dedans. Non, mais parce que ça, c'est de la politique. Je veux dire, une communauté, elle peut exister sans État-nation. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Une fois que tu rentres dans dans l'envie de l'établissement d'un État-nation, tu rentres dans de la politique. Et c'est de la politique. Il y a des groupes qui existent. Moi, je sais que la première fois que j'ai commencé à entendre des voix dissidentes juives concernant l'existence d'Israël, c'était aux États-Unis, où il y avait... c'était un juif orthodoxe et qui distribuait des flyers. Et c'était Jews Against Israel. Oui. Que nous sommes, et c'était un argument religieux, en disant nous sommes condamnés à errer. La diaspora, c'est notre condition. Donc,
théologiquement parlant, il n'y a pas de sens. Et tu vois, le concept même de diaspora est l'anti-modèle de l'État-nation. Oui. Donc, ce que Israël fait, Israël le fait en tant qu'État. Les États font ça. Bien sûr. Les États font ça, quels qu'ils soient. Tu vois, les oui, il n'y a pas de manipulations. spécificité. C'est un État-nation qui colonise et qui, au final... C'est de la colonisation. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé en Australie. Sauf que là, ils ont presque gagné, on pourrait dire, les Australiens. Mais c'est pas presque, ils ont gagné. Les États-Unis, les populations autochtones, aujourd'hui, représentent 1% de la population. Et en Australie aussi. C'est fini. Ouais. Il y a un arrêt très connu de la Cour suprême au 19e siècle où... parce que les États, notamment la Géorgie, la Floride, ils grappillaient les terres autochtones. Et il y a un moment, les pauvres Cherokees, ils se sont dit, ça suffit. Ce qu'on va faire, c'est que on va suivre leurs règles. Ils ont, ils ont saisi la Cour suprême. Ouais. Pour dire, la Cour suprême, c'est là qu'elle les a terminés. Ouais. C'est-à-dire que, d'un côté, la Cour suprême dit à la Floride et à la Géorgie, je crois, à la Géorgie notamment, vous ne pouvez pas vous octroyer les terres. D'accord. Ils disent non, là c'est trop. Mais deuxièmement, et c'est ce qui est plus important, ils disent, par contre, les Cherokees, vous n'êtes pas une nation. Hein. D'accord. Vous êtes personne. Donc, vous pouvez saisir la Cour suprême en tant qu'individu, mais plus jamais en tant que nation Cherokee. Il n'y a qu'une seule nation, c'est la nation états-unienne. Et ça, 1830. D'accord, oui, ça clôt le... C'est clos, c'est fini. Enfin, c'est la colonisation, c'est ça. Donc aujourd'hui, on ne parle plus des États-Unis parce que les États-Unis ont gagné et que Israël et Palestine, c'est pas fini. Ouais, donc on est encore témoin. Et j'ai vu dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui, justement, voulait que je parle de la question que j'allais poser. C'est qu'on parle beaucoup de la Palestine. C'est un sujet qui centralise les débats et beaucoup aussi sur le milieu militant. C'est le sujet majeur du moment. Et ça fait que pour certains, le problème là-dedans, c'est que ça passe au second plan d'autres drames qui sont en train de se passer. Notamment, l'exemple qui revient souvent, c'est au Congo et le Soudan. Et on pourrait aussi parler de Haïti, où la situation est dramatique. Est-ce que toi aussi, ça t'interroge, cette invisibilisation, et comment tu pourrais... est-ce que tu as une explication sur ça ? Je sais pas, des drames, il y en a tellement, il y en a partout. Est-ce que ça invisibilise ça invisibilise pour les gens qui veulent garder ça invisible. Enfin, je sais pas, Haïti est à la mode en ce moment. On va dire, oui, il y a la dette haïtienne. Qu'est-ce qui s'est passé, Charles X, 1825 ? On parle de 1825. Et maintenant, vous allez me dire que c'est en 2025 que... Donc, si ça a été invisibilisé, c'est avant la Palestine. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le Congo... Oui, c'est pas la Palestine qui invisibilise, non, c'est ça. C'est comment on traite l'information, de quoi sommes-nous mis au courant et à quoi nous nous intéressons. Il y a plein de... Je sais pas, je viens de lire quelque chose sur les îles Chagos dans l'océan Indien qui sont revenus. Je crois qu'il y a des bases aériennes britanniques et états-uniennes qui doivent être retirées, mais ça doit être, le territoire doit être rendu à l'île Maurice, mais il y a quand même un bail de 99 ans. Bon, je me dis, qui en a quelque chose à faire des îles Chagos ? Pourtant, il y a un activisme des Chagossiens depuis des décennies, puisqu'ils ont été, retirés de force de leurs îles, je crois, après la Deuxième Guerre mondiale ou des choses comme ça. Je ne connais pas du tout tu connais pas. Et ça existe, enfin, des drames, il y en a plein. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, que le focus soit sur la Palestine en ce moment, tant mieux pour les Palestiniens. Ça n'empêche pas qu'il y a d'autres drames qui se jouent au même moment, qui précède même ce drame-là, et que le problème, c'est toujours le même, c'est celui de la colonisation. Donc, c'est vraiment, c'est des drames qui se jouent depuis 1492. Là, je vais garder la chronologie colombienne de Christophe Colomb. Peut-être oui, que nous, notre tâche, c'est peut-être de profiter de la focus sur la Palestine pour voir que c'est pas un problème seulement en Palestine et voir le... Non, mais parce qu'en plus, la Palestine, c'est tellement intéressant parce que c'est vraiment un cas d'école de colonisation en cours. C'est en cours. C'est pour ça que c'est si explosif. Parce qu'Israël n'a pas gagné encore. Et peut-être, imagine que Israël... si Israël gagnait, il y aurait toute une histoire, un discours qui serait produit sur la fondation d'Israël et son histoire, qui effacerait toutes les horreurs. Mais c'est pareil pour plein de puissances coloniales de l'histoire de l'humanité, de cette ère moderne. Et toutes les personnes qui, même si aujourd'hui tous les États qui essaient de se retirer un peu de ce bourbier, sont celles qui ont pendant longtemps soutenu Israël
alors que, au nom du colonialisme, Ouais. c'est que des puissances coloniales. Et il y a quelqu'un qui dit, après, il y a une vision aussi raciale, c'est surtout que c'est des personnes noires. Pour les gens, c'est surtout juste des personnes noires qui se battent entre eux. Tu penses que ça joue aussi sur la Non. manière dont on interprète les conflits, par exemple au Soudan ou au Congo? Un peu l'idée, bah, lui, je pense qu'il dit que, en gros, pour les gens, c'est juste des noirs qui se battent entre eux, c'est pas intéressant. Ça, c'est des visions qui ont été fabriquées. Ouais, Justement, là, on est en 2025, donc il y a eu des cérémonies autour de cette fameuse conférence de Berlin de 1885, avec tout le découpage de l'Afrique, des puissances, des personnes noires qui se battent entre eux, mais des personnes... Je sais pas, quand on me dit ça, j'ai l'impression qu'on oublie toujours que la France et l'Allemagne, en moins d'un siècle, si ce n'est en 50 ans, combien 40, 70 ans se sont battus des 3 guerres. fois. Oui. Il y a 1870, 1914, 1939. Pour l'Alsace, il y a une Lorraine, il y a eu embrouille. combien de guerres pour l'Alsace? Voilà, il y a une embrouille. Enfin, je veux dire, l'embrouille, elle est claire. Oui. 1870, Oui, l'Europe, le nombre de 1914, guerres en 1939. Et pourquoi on ne voit pas ça? Ouais, Donc, ouais. il y a des questions de mauvais voisinage ou des tensions entre entités politiques. Ouais. Pourquoi il n'y a qu'en Afrique qu'on les ignore? C'est vrai que ce cliché de le continent africain, il n'y a que des guerres tribales et tout. Il y a un peu ce cliché Déjà, on dit raciste qu'il y a, toujours alors tribal, que l'Europe- comme oui, si c'était oui. la seule forme d'organisation avec que- politique. Je dis, d'accord, il y a des tribus en Afrique, Ouais. mais il n'y a pas que ça. Ouais, non, mais C'est je comme suis quand on parle des dialectes. d'accord. C'est des dialectes. Ouais. Dès que ça touche l'Afrique, c'est un dialecte, c'est jamais Ouais. une langue. Mais c'est vrai que le truc de la guerre en Europe, on oublie souvent le Mais nom attends, la guerre de 100 ans, elle s'appelle la guerre de 100 ans, elle n'a pas duré 100 ans, mais Oui. elle a duré assez longtemps Ouais. pour que... Donc, Mais je crois qu'elle a duré plus de 100 ans même, non? peut-être plus, Je mais ne en sais tout plus cas... si quelqu'un a les dates exactes. Et je vais terminer. Alors, il y a juste aussi une question sur l'actualité. Est-ce que ton regard sur la fascisation en cours, est-ce que tu es inquiète? Est-ce que tu penses que la gauche et l'antiracisme est à la hauteur de l'enjeu actuel? Non. Est-ce que toi, ça t'inquiète Moi, j'ai été ciblée, donc bien Ouais. sûr que ça m'inquiète et que ça me dérange, on va dire, que ça me perturbe. Non, la riposte, elle n'est pas encore à la hauteur. Enfin, pour être à la hauteur, il faut gagner. Donc, Ouais. je pense que là, on n'a pas gagné. Mais c'est bizarre parce que je trouve qu'il y a quand même un ordre politique qui se met en place qui me semble en contradiction totale avec le monde, le vrai. Ouais. Comme si il y avait une sorte d'élite qui est peut-être aux portes du pouvoir, qui va pouvoir s'imposer, mais que dans les faits, Ouais. la vie est là et les gens, je sais pas... Oui, il y a moins de haine que. Mais moi, je pense qu'un bon exemple de ça, c'est le truc sur la Palestine. J'ai l'impression que les gens en dehors, les Français, sont beaucoup plus, je veux dire, en empathie avec ce qui se passe en Palestine que ce qu'on a sur les médias français. Mais regarde même ce qui s'est passé... 114 ans, la guerre de 116 ans. Merci. Merci. Même ce qui s'est passé au mois de juin, là, avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Moi, j'étais vraiment soulagée, même si, bon, ça n'a pas donné les effets escomptés, mais comment les gens se sont mobilisés pour dire non, pas l'extrême droite. Ouais. Il y a eu cette mobilisation vraiment, et cette alliance de gauche a gagné. Ouais, bien sûr. Ça n'a pas été rétribué en conséquence, mais dans les faits, a gagné. Et que les gens, il y a même eu moins d'abstentionnisme et tout ça. Les gens se sont mobilisés parce qu'ils ont dit non. Mais par contre, il y a cette... ah là 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 là, il y a cette... Non, c'est vraiment agressif. La propagande, c'est agressif. Mais vraiment, moi, parfois, je me dis, mais laissez-nous tranquille au moins une semaine, quoi. Non, pas de vacances. Offensif. C'est du H24. Et c'est... on est vraiment tellement à droite, mais je pense qu'on est tellement à droite parce qu'on est tellement là, en fait. Ouais. Avant, c'est comme si, quand ils ne, je sais pas, voyaient pas la menace ou qu'ils se sentaient peut-être en position de, je sais pas, contrôle total. Comme on le disait tout à l'heure, on n'était pas un sujet. Il y avait pas de quoi rameuter l'extrême droite. Et là, je pense qu'ils sentent tellement qu'on est là, oui. que là... Et qu'on se sent aussi fort maintenant de parler, qu'on n'a plus peur de parler. Mais c'est pas on n'a plus peur, c'est qu'on est là. Enfin, je veux dire, c'est un truc de logique. C'est de la logique, c'est de la démographie, c'est une évolution démographique. Maintenant, tu vas les faire flipper là. Hein. Mais ils flippent déjà. Enfin, que personne va partir, que les gens qui vous parlent la plupart sont des Françaises. Vous n'arrivez pas à comprendre. Et vous, en plus, comme si
être français, c'était une, tu vois, comme si c'était une récompense. Oui. C'est un fait, c'est juste un fait. Ouais. Et tout, On n'a pas à dire ces, merci, quoi. toutes ces nouvelles francités, elles sont nées de cette période coloniale que vous voulez pas regarder. Ouais. Enfin, je veux dire, nous, on est là. Je sais pas d'où ta famille vient, mais moi, ma famille vient de la Côte d'Ivoire. Bon, bah, le lien, ça a été la France. Oui. J'ai pas grandi en Suède, j'ai pas grandi ni même aux États-Unis. Donc, on a une histoire très ancienne. Et donc, je pense que maintenant, ils sentent tellement qu'on est là que c'est pour ça qu'on retourne au plus dur. Ouais. Et c'est, Ouais, le retour des- mais pour moi, c'est quand même la marque de la fin. Et c'est pour ça qu'ils sont très, très, très Bah, on méchants voit les et jeunes violents. générations où il y a bon, il y a aussi une montée de l'extrême droite dans la jeune Ouais, génération, mais ouais. aussi beaucoup plus de gens. Moi, je trouve que les jeunes, ils sont plus, pour la plupart, ils sont plus avancés. Oui, sur Ils ont tellement l'antiracisme. absorbé tout ça, des Ouais. choses Mais- sur la question, comment dire, du genre, de Mais même- l'orientation sexuelle. Sur le voile, chez les jeunes, il y avait une statistique qui montrait que les jeunes étaient beaucoup plus favorables, par exemple, au voile à l'école. Ça les dérangeait Ouais, pas. mais bien sûr. Parce qu'ils ont grandi avec ces personnes-là et donc il n'y a pas de problème pour eux. Mais c'est Bah, ça. Mais par contre, la jeunesse extrême droite aussi, elle est très motivée Ouais. aussi. Ça continue. Donc on va voir jusqu'au fini. Mais on va gagner, je veux dire. c'est pas- Inch'Allah. Inch'Allah. Et une dernière question, est-ce que tu aurais des conseils pour creuser des conseils de lecture ou de personnes à suivre sur les questions noires ou de la diaspora ou du black féminisme? Bah, il y a Moissy sur le Ouais, le collectif féminisme. Moissy, le il y a Fania collectif Noël qui a Moissy. sorti un livre aussi. Ouais, il y a 10 questions sur le féminisme noir. Je sais pas, il y a un collectif qui s'appelle le collectif Case Rebelle qui fait des trucs de. Ça, c'est du pointu, c'est de la bonne qualité. Il y a qui d'autre? 12 Dibondo, elle a sorti la charge raciale. Je sais pas, il y a plein de gens sur les réseaux, non? Ouais. Il y a des clubs de lecture, je pense à Overbooké, qui est un club de lecture dynamique. Il y a Kevin Donna qui organisait Qu'on la va bientôt visite, recevoir, le Paris Noir. Ouais, bientôt voilà. recevoir, Et il va donc il sortir sort un livre, Paris Ouais. Noir. Voilà, je Il pense fait un ça. podcast aussi, donc Ouais. allez suivre Kevin. Je le salue d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a, je sais pas, Rokhaya Diallo, elle est très active sur les réseaux. Pour les collectifs, je sais pas, je vais m'en vouloir d'avoir oublié des gens, évidemment, après en partant, mais je ne manque de respect à personne, j'espère. Bien sûr. Eh ben écoutez, à Jarry, vous connaissez déjà les gens, on l'a déjà reçu. Histoire Crépue, bien sûr. Ah oui, Histoire Crépue, ouais, oui, voilà. qui fait un gros taf. Ouais. Eh ben écoutez, merci beaucoup, Makoula. Merci C'était Wissam un pour plaisir. l'invitation. Toujours, je suis toujours content. Oui, je vais rajouter les descriptions, vous inquiétez pas. Je rappelle, moi j'avais parlé du livre Le Triangle et l'Hexagone. Ouais. Et celui que j'ai oublié de À citer, perte de mer sur les routes de l'Atlantique de Sadie Hartman, qui est une grande penseuse. je connais pas, je suis désolé. Non, mais t'as pas. Mais peut-être que t'aurais pu en parler avec Norman Ajari. Bon, il va revenir dans 2 semaines. D'accord. Donc peut-être que j'en discuterai avec lui. Bah écoutez, merci les gens, ça vous a plu? Voilà, ils sont très contents. Merci beaucoup. Tout le monde. merci. Bonsoir tout le monde. Bon week-end Et tout le monde. On va se reposer un peu. Encore merci à Milan pour la technique. Et à très vite les gens. Salut. J'ai appris cette expression basée. Basé? Ah C'est ouais? basé, je connaissais pas. J'étais là que je dis, je suis C'est vieille. Internet. D'accord, c'est Internet. basé.